la demande sociale, la demande de la population en matière d'action de transition écologique, elle a été émergente, elle a été latente, elle est maintenant flagrante et extrêmement forte. Et on l'a vu pousser au cours des derniers mois et des dernières années. Et elle s'est exprimée électoralement de manière très forte, y compris à Vitrolles, chose qui était un fait politique un peu nouveau à l'occasion des dernières municipales. Pour nous, on vient pas, enfin, les projets avancent, c'est-à-dire que là où c'était l'approche, elle était principalement environnementale et elle était traitée à travers un agenda 21, à travers des outils un peu transversaux, innovants. Aujourd'hui, c'est toute l'administration qui doit répondre à cet enjeu de transition écologique. Ça passe par ce que fait la ville pour elle-même, c'est-à-dire la transformation de ses services municipaux, de ses bâtiments publics, de ses prestataires, de suivi de ses prestataires en restauration scolaire, par exemple, sous le coup à la fois de la pression population, mais aussi dans le cadre des lois qui évoluent. Je parlais de restauration scolaire, la loi Egalim nous contraint à modifier complètement notre approche de la restauration scolaire. Mais l'attente population, puisque c'était ça le cœur de votre question, nous oblige aussi à changer nos méthodes de travail avec la population et nos méthodes d'échange et de mobilisation citoyenne. Les citoyens n'attendent pas seulement que la ville fasse, mais ils souhaitent faire avec la ville de plus en plus. Et ça nous oblige à innover sur des dispositifs d'implication citoyenne, que ce soit sur les espaces publics et la gestion des espaces publics, sur la question des mobilités et de la pratique de la mobilité douce dans la ville. De plus en plus de citoyens souhaitent s'impliquer. L'année a été compliquée avec le Covid pour pouvoir mettre en place ces dispositifs d'implication, mais on voit bien que les choses aujourd'hui sont arrivées à un stade, un point de non-retour, et que si on n'est pas capable localement d'être interlocuteur de ces citoyens impliqués, plus ou moins organisés d'ailleurs, on va non seulement être moins efficace sur la transition écologique de nos territoires, mais également beaucoup moins crédible. Au niveau communal, en tout cas, où là, pour le coup, je maîtrise parfaitement les processus d'attribution des marchés et de choix et de commandes publiques, je dirais qu'il y a bien longtemps que la question du prix n'est plus l'alpha et l'oméga. À tel point même qu'on a eu des rappels à l'ordre en nous disant attention, il faut quand même intégrer le prix comme étant un facteur important. Je crois que les leviers dans la commande publique sont nombreux pour pouvoir avoir une commande publique de qualité. Sur Vitrolles, que ce soit sur des critères environnementaux ou des critères sociaux, on a aujourd'hui tout un arsenal d'outils qui nous permettent d'avoir une commande publique qui soit efficace et intégrée dans les cahiers des charges un certain nombre de recommandations ou d'exigences qui permettent d'aller très très loin. Là, je viens de renouveler, alors c'est en cours, donc je ne développerai pas, mais la délégation de services publics sur le champ de la restauration scolaire, notre cahier des charges est extrêmement exigeant. Pour aboutir le plus rapidement possible à plus de 80% d'alimentation bio et locale, puisque c'était ça la commande, entre autres le traitement des déchets fermentés cibles. Enfin, il y a au-delà des obligations de la loi Egalim d'ailleurs. Mais on a les outils pour pouvoir le faire. Après, ce qui compte et ce qui préside à ça, c'est la volonté politique, évidemment, et des moyens financiers pour pouvoir accompagner ce type de montée en puissance et en qualité de la commande publique. Vous m'entendez ? Oui, oui, tout à fait. Ouais. Préoccupation combien importante avec les effets d'îlots de chaleur qu'on connaît dans les zones les plus habitées, dans les cours d'école, parce qu'il fallait faire vite et simple, et une belle cour en enrobé, ça ne prend pas longtemps à aménager, ça demande très peu d'entretien, et donc c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé sur les années 70 et même les années 80, et c'est vraiment regrettable. Après, revenir sur ces aménagements est quelque chose de complexe et de très coûteux, parce que oui, si des solutions existent de revêtements perméables et poreux, de végétalisation, c'est à l'investissement des choses relativement onéreuses. Et derrière, notamment ce qui relève de la végétalisation, on va demander beaucoup d'entretien. Donc, c'est un effort pour la collectivité, c'est un effort sur le long terme. Du coup, il faut aussi
imaginer des nouvelles manières d'entretenir les espaces perméables et notamment les espaces verts et d'impliquer, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, les citoyens, les écoles, dans l'entretien des espaces verts qu'on y installe. Parce que, voilà, moi, mon service des espaces verts, c'est aujourd'hui une cinquantaine de personnes. Il n'est pas concevable d'imaginer le doubler si je double les surfaces poreuses et les surfaces végétalisées. Donc, c'est toujours un équilibre complexe et trouver une alliance avec les citoyens, avec les usagers pour permettre de gérer ces sols désimperméabilisés, c'est vraiment nécessaire. Sinon, la logique de faire propre reste dominante. Et si on veut se battre contre cette logique de faire propre, laisser les espaces évoluer, ça demande de la pédagogie et de l'investissement.